Salam alaikum, bienvenue à cette radio de TV de la Société marocaine de dermatologie dans le cadre de notre 38e congrès de cette société 2025. Dans cette session de radio, on va accueillir une experte, très chère à moi, experte en matière de dermatologie pédiatrique, et c'est elle, la présidente de la Société marocaine de dermatologie pédiatrique. Elle a présenté ce matin une table ronde dans le cadre de dermatose chez l'enfant. On va dire bienvenue à notre cher professeur Houkar, professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine de Marrakech. Professeur, مرحبا بك معنا. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je suis très heureuse et contente d'être parmi vous pour ce podcast. Et je tiens encore une fois à remercier cher ami professeur Chakere Razia pour ce gentil mot. Et c'est un plaisir pour moi de parler de la dermatologie pédiatrique. Sada, مرحبا بك. قبل ما نبداو, je voulais vous demander concernant la table ronde, c'était quoi votre sujet et c'était quoi les points forts de cette table ronde de dermatopédiatrique de ce matin? Je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation de la Société marocaine de dermatologie de nous avoir confié cette mission de faire une table ronde de la dermatologie pédiatrique et d'inaugurer le congrès avec cette table ronde. Donc là, l'importance que nous avons jugée essentielle durant cette table ronde, c'est parler des cas cliniques de l'enfant, surtout en matière de dermatose infectieuse, qui reste toujours un problème de santé publique. Donc l'infection, elle est toujours présente, surtout chez la population pédiatrique. Secondo, on a parlé des anomalies vasculaires. Aussi, ça a connu pas mal de changements, de progrès en matière de prise en charge. Il a profité de pas mal de technologies de laser et de sclérothérapie, mais aussi de nouvelles molécules mises sur le marché. Et donc, c'était intéressant de parler des nouveautés concernant les anomalies vasculaires qui sont très fréquentes chez la population pédiatrique. Et puis, nous avons parlé des dermatoses néonatales. Les dermatoses néonatales, c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que même les néonatologistes, des fois, se retrouvent vraiment débordés devant des situations qui, des fois, paraissent très sévères, mais sont très rassurantes sur le plan évolution, ou des fois, ils paraissent rassurantes alors qu'elles sont la manifestation d'une pathologie, comme on a parlé des déficits en protéines C et S. D'accord, merci Ossada. En fait, on va passer à autre chose. Je voulais d'abord vous demander quelles sont les particularités ديال الامراض الجلديه ولا الامراض الجلديه عند الاطفال. Les particularités de la dermatose chez les enfants. واش كاين عندهم اختلاف ما بينهم وبين الناس الكبار؟ En fait, comme ils le disent, donc les enfants, ce ne sont pas des petits adultes. C'est une catégorie de gens, d'une population qui a ses particularités en matière de maladies. Il y a certaines maladies qui se voient que chez la population pédiatrique. Il y a d'autres maladies qui sont différentes de celles de l'adulte, des prises en charge qui diffèrent, des traitements qui sont plus adaptés à l'adulte et ne sont pas adaptés à l'enfant. Et donc, c'est tout un savoir différent des dermatoses de l'adulte. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on met chez l'adulte et on l'extrapole pour l'appliquer chez l'enfant. Non, c'est différent. D'accord. Et au sein de la population pédiatrique, est-ce qu'il y a des différences entre les différentes tranches d'âge? D'accord. Vous pouvez nous parler d'une particularité, d'une pathologie pédiatrique qui diffère d'un enfant à un autre en fonction de la tranche d'âge? D'accord, donc selon la définition de l'OMS, l'enfant, c'est une personne dont l'âge est inférieur à 15 ans. Mais
cet âge, il est vraiment différencié. Les enfants ont différentes catégories. Mhm. Il y a la catégorie nouveau-né de 0 à 1 mois, et puis catégorie petit nourrisson de 1 mois à 1 an, Mhm. et puis le nourrisson, c'est inférieur à 24 mois. Et puis on a le petit enfant, le grand enfant, le préadolescent et l'adolescent. Donc plusieurs catégories Mhm. avec des variabilités dans les expressions cliniques d'une même maladie et aussi la prise en charge. L'exemple type d'une maladie qui est fréquente chez la population pédiatrique, c'est la dermatite D'accord. atopique ou le Ça TIHEB signifie, ta'atoubi. mhm. Donc, pour la dermatite atopique, donc, quand est-ce qu'elle commence chez l'enfant? À quel âge elle va commencer? Et est-ce qu'il y a des différences entre les différentes tranches d'âge que vous êtes bien que vous êtes bien, vous venez bien de citer? D'accord, donc la dermatite atopique, généralement, elle démarre à partir du 3e mois de vie. Mhm. Avant le 3e mois de vie, il y a ce qu'on appelle la tempête séborique avec les hormones maternelles qui Mhm. passent chez l'enfant et on a une crise séborique et donc la peau elle est hydratée, si on peut dire, par le sébum. Donc Mhm. la manifestation de la xérose cutanée qui est un des piliers diagnostiques de la dermatite atopique ne se voit qu'à partir de 3e mois. Mhm. Donc Donc, généralement, avant 3 mois, il n'y a plus de dermatite atopique ou il y a des il enfants est, qui mais peuvent l'avoir? il est couverte par la séborrhée parce que maintenant on parle de sébodermatite atopique, Mhm. odermatite Mhm. séborique, et aussi une forme précoce. Là, c'est Mhm. vraiment des choses très détaillées, mais qu'est-ce qu'on peut dire de façon sommaire, c'est qu'à partir du 3e mois, on voit les manifestations claires de Mhm. dermatite atopique, notamment l'axérose et enfin l'inflammation cutanée. D'accord. Et est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui exposent à avoir donc la dermatite atopique Il y chez a pas les mal enfants? de facteurs de risque. Il y a le terrain d'atopie. Donc, Mhm. on parle de terrain d'atopie parce que c'est un terrain, comment on le définit, c'est une prédisposition génétique à Mhm. faire des manifestations de Mhm. l'atopie. Mhm. Et la dermatite atopique, c'est la première marche Mhm. d'une escalade de l'atopie. Mhm. Donc, la première marche, c'est la dermatite atopique. La deuxième, c'est l'asthme Mhm. de l'enfant. Et par la suite, on va avoir d'autres manifestations, allergies alimentaires, rhinite, conjonctivite, plus qu'on avance D'accord. dans l'âge. Mais donc, l'atopie reste la première manifestation qu'il faut savoir reconnaître. Les facteurs de Et donc, risque, déjà, c'est un terrain. pardon, professeur, est-ce que cette dermatite atopique, c'est une maladie héréditaire? Oui, il Mhm. y a le terrain qui est favorisant. Généralement, on a un des parents qui a une manifestation de l'atopie, Mhm. sinon les deux parents, Mhm. et c'est très fréquent. Mhm. Et donc, si on a un ou les deux, donc l'enfant, il risque plus d'avoir une dermatite atopique. Donc, il n'y a que la part de la génétique ou il y a d'autres facteurs qui peuvent exposer à avoir la dermatite atopique? Oui, il y a une part de la génétique, mais il y a des facteurs d'environnement surajoutés, notamment l'hygiène, l'allaitement, les probiotiques, l'environnement d'une façon ou d'une autre. On parle de l'histoire du microbiome, la diversité de la flore microbienne qui est sur notre peau définit est-ce qu'on a une tendance à faire l'atopie ou pas. Et donc, quand on a une biodiversité, on a moins de risques de faire la manifestation. On a le terrain, mais on ne va pas manifester la dermatite atopique. Alors, si on a une homogénéité, si j'ose dire, du microbiome, on a plus de risques à faire de la dermatite atopique. D'accord. Et est-ce que l'exposition de la maman au cours de la grossesse à certains médicaments ou à un environnement particulier expose à cette dermatite atopique chez les enfants? Surtout, maintenant, on parle d'un traitement par les probiotiques durant Mhm. la grossesse. Ça permet de Mhm. diminuer le risque chez une Mhm. population à risque, chez un Mhm. enfant à risque ou d'une famille à risque. Donc, Mhm. les enfants à naître, c'est durant la grossesse, la maman a pris des probiotiques. Ça permet de diminuer la prévalence ou l'incidence de la dermatite atopique. Mhm. Et est-ce qu'on donne systématiquement ces probiotiques Non. chez les femmes enceintes? Non, pas Mhm. systématiquement. On ne donne pas systématiquement les Mhm. probiotiques. Mhm. D'accord. Donc, comme ça, on a compris un peu les facteurs de risque de la dermatite atopique. On va passer aux manifestations cutanées. Est-ce que cette dermatite atopique en matière de l'atteinte de la peau, elle touche donc l'épiderme ou le derme ou l'hypoderme? Donc, les modifications, elles concernent quelle partie De la de peau. la peau? En fait,
sur le plan physiopathologique. Donc, il y a différentes théories, d'accord? Donc, on a parlé du terrain génétique qui est favorisant, qui est favorable. Il y a aussi des facteurs d'environnement. On a parlé de la diversité du microbiome. La microbiome, en fait, si on peut schématiser la peau en barrière chimique, en barrière microbienne et en barrière physique. Donc la barrière microbienne, c'est le microbiome. Déjà, c'est une biodiversité, assure une protection. Et puis, on a la barrière chimique, donc c'est le pH. C'est comment elle est faite la peau et ça va aider un petit peu à assurer une protection. Et puis on a la barrière physique. Il y a l'anomalie génétique, c'est situé à ce niveau-là, c'est un déficit ou une anomalie génétique qui concerne les profilagrines et c'est des protéines qui vont assurer une bonne barrière cutanée. Chez les enfants atopiques, ils n'ont pas cette protéine et ils ont ce qu'on appelle une porosité cutanée. Ça veut dire que la peau elle est poreuse et laisse passer des particules externes et ça va donner des manifestations d'allergie. Donc, on veut dire donc la filagrine ou le précurseur qui est profilagrine, donc c'est des protéines essentielles pour avoir de l'hydratation cutanée. Donc la mutation de cette protéine, elle expose à avoir donc une dermatite atopique. Exactement. Donc est-ce qu'il y a aussi d'autres choses associées, notamment des problèmes des lipides au niveau de la peau? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit dans le traitement, quand on utilise des céramides, ça permet de réparer, et on est dans cette optique de réparer la peau, parce que l'anomalie barrière cutanée, on la voit mieux dans la dermatite atopique. On répare cette barrière, on devient normaux, et puis dès qu'on arrête l'hydratation, la porosité commence, l'axérose et l'inflammation et la poussée. D'accord. Et comment on va reconnaître la dermatite atopique? Donc, on voit un enfant en consultation, on va dire, donc ça, c'est un patient qui a une dermatite atopique. Il y a l'interrogatoire. Et souvent, on voit que les lésions remontent à longtemps, donc c'est sur les 6 mois. Donc, on peut proposer le diagnostic de la première consultation. Mais c'est un enfant qui est tout jeune, on va dire, on pense à une dermatite atopique, le temps va nous répondre. Souvent, déjà le prurite et la xérose. Donc on palpe la peau, on trouve que vraiment c'est une peau qui est très sèche, qui a du mal à s'hydrater. Et donc là, ce sont des éléments qui vont nous aider à porter le diagnostic. Associé bien sûr à des critères de l'examen physique, notamment les papules folliculaires, on peut avoir le signe de De Morgan, on a les squames, on a l'inflammation, quand l'enfant il est en poussée, il y a des signes critères donc, très caractéristiques, notamment l'atteinte des zones convexes chez le nourrisson, et le petit enfant c'est plutôt l'atteinte des plis. Et donc c'est en fonction de cette distribution topographique, on va comprendre est-ce que c'est une dermatite atopique ou pas. Donc la manifestation cutanée, surtout chez un nourrisson, c'est les zones convexes avec des lésions un peu sointantes. Exactement. Et puis chez l'enfant, c'est surtout donc les plis, il faut examiner les plis. En plus, bien sûr, comme vous avez dit, c'est la sécheresse cutanée. Donc par contre, chez l'adolescent. Chez l'adolescent, on peut avoir... Exactement, il y a des différences. Donc on peut avoir plus la teinte, la pulpite, la teinte des mains, la dermite des mains qu'on voit beaucoup chez les adolescents, et la teinte faciale et la partie haute du cou. Il y a des formes qu'on appelle tête et cou qui sont très fréquentes chez les adolescents et les adultes. Donc là, c'est surtout ces atteintes qui restent plus affichantes, plus impactantes, mais aussi qui c'est le motif de consultation le plus souvent. Très bien. Donc, je sais très bien que vous êtes experte en matière de la dermatite atopique et vous avez développé l'école de l'atopie dans votre service de dermatologie à Marrakech. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de cette école, comment vous avez eu cette idée, les intervenants et ainsi de suite? D'accord. Donc, l'école de l'atopie, l'idée est venue de l'intérêt de l'éducation de façon générale. On sait que l'éducation permet à un ours de danser. Si on l'éduque bien, il va danser. Et donc, on peut faire des choses grâce à l'éducation. Et donc, dans notre contexte, on est un pays en voie de développement, on n'a pas beaucoup de moyens, on va insister parce qu'on a déjà éduqué les patients pour leur éviter de consommer plus de tubes de corticoïdes,
pour éviter l'absentéisme scolaire, pour éviter les rechutes de la maladie qui vont impacter toute la famille. Donc l'idée est venue de là, parce que ça prenait un temps énorme en consultation, expliquer, réexpliquer le traitement, les modalités thérapeutiques. Et en dermatologie, c'est très particulier le traitement topique. Donc si on n'explique pas le traitement topique, c'est pas évident. Encore mieux, le traitement topique, ça impacte la qualité de vie. Donc déjà la maladie, elle est impactante et on rajoute appliquer des crèmes, déshabiller, se doucher. C'est pas une gélule qu'on va avaler. Et donc là, on devrait parler, expliquer l'intérêt de traiter la peau parce que c'est mieux ainsi et que c'est le seul moyen de les faire guérir et éviter les poussées. C'est ça l'intérêt de l'école de l'atopie. Est-ce que dans votre expérience, parce que ailleurs dans les pays européens, aux États-Unis, il y a cette notion de corticophobie. Donc, qu'en est-il de la population marocaine? Oui, si on voit un petit peu ce qui se passe ailleurs au monde, soit en France, aux pays européens, l'Espagne, aux États-Unis, il y a une notion de corticophobie parce qu'on a parlé beaucoup de corticoïdes dans les réseaux sociaux, dans les médias. Et les patients sont très réticents là-bas à prendre ou à continuer la corticothérapie. Nous, le contexte est différent parce que les émollients, ils coûtent un petit peu cher. Les dermocorticoïdes sont moins chers. Généralement, ils ne dépassent pas les 50 dirhams. Et donc, les patients, plutôt corticophiles, ils utilisent plus le corticoïde pour une durée qui est dépassée la durée recommandée. Et il arrête l'émollient parce qu'il n'a pas les moyens. Et quand il vient à la consultation, il nous dit celui-là marche mieux que l'émollient parce que pour lui, il traite l'épisode aigu par le corticoïde, alors que l'émollient, c'est normalement le traitement de fond, mais lui, pour lui, c'est mieux, c'est intéressant d'utiliser quelque chose de pas cher. Comment vous arrivez à expliquer aux patients comme quoi il ne faut pas utiliser le dermocorticoïde au long cours, les effets secondaires, dans le cadre de votre école d'atopie? On explique que pour chaque lésion ou chaque manifestation de la dermatite atopique, on a un outil. Quand on a l'inflammation, c'est le dermocorticoïde. Quand on a l'axérose, c'est l'émollient. Mais on explique les étapes. C'est l'axérose qui précède l'inflammation. Si on arrête l'axérose, on n'aura pas besoin de corticoïdes. Secondo, on explique les effets secondaires. C'est pourquoi nous, on est réticents à prolonger la durée de traitement de corticoïdes parce qu'il y a des effets secondaires, notamment vergeture, fragilité cutanée, surinfection, passage systémique, sur un nourrisson avec un petit poids et une grande surface. Le risque, il est majeur. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir les intervenants dans la séance d'éducation thérapeutique ou d'école d'atopie? Sur le plan pratique, on est une équipe, c'est pas moi seule, donc c'est un travail d'équipe. Je suis aidée par une pédiatre qui fait beaucoup d'allergologie. Et puis j'ai une psychologue aussi qui travaille avec nous. On a l'infirmière qui fait aussi expliquer comment faire les soins de siège, comment faire la douche, et nous-mêmes, l'équipe de dermato. Et donc là, on se réunit une fois par mois. On fait un groupe de 10 patients. D'accord, très bien. On essaie de faire des groupes homogènes dans la catégorie d'âge. On a parlé que c'est des catégories d'âge. D'ailleurs, c'est dans ce sens, parce que les moyens sont différents de traitement et aussi pour qu'ils jouent ensemble. Si on les réunit, donc les enfants de même âge, ils jouent ensemble et les parents, on leur explique comment faire le pommadage, comment faire l'hygiène quotidienne, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc là, c'est l'intérêt de ces séances. La pédiatre, elle va voir, parce qu'on sait la marche atopique, donc ça démarre par une dermatite atopique et on va voir la prévalence de l'asthme chez cette population. Est-ce qu'il y a un asthme? Elle cherche les allergies associées. Ou les maladies atopiques associées à la dermatite atopique. Et il cherche aussi des troubles de croissance en rapport avec la dermatite atopique, donc des retards de croissance, stature pondérale, etc. D'accord. Et la psychologue, qu'est-ce qu'elle fait? La psychologue, parce que c'est une population qui sont fragiles sur le plan émotionnel. C'est des enfants qui se grattent, qui ne dormaient pas la nuit, ils ne mangeaient pas bien, elle a tout le temps la peau qui lui fait mal. Et donc, ces troubles de sommeil peuvent retentir et entraîner une agressivité. Et c'est l'occasion d'en parler avec la psychologue. Secondo, il va expliquer aux mamans. Est-ce que l'intervention, c'est dans une salle où il y a la maman
avec son enfant et chacun de vous, il va parler de sa partie ou sa particularité. Donc vous allez parler de la dermatite atopique, l'infirmière, elle va expliquer comment faire le traitement, l'application de dermocorticoïdes, l'application de la crème émolliente. La psychologue, elle va évaluer donc le retentissement psychologique et la pédiatre va chercher les associations. Est-ce que dans ces séances-là, vous faites des séances individuelles ou des séances collectives? Exactement, on fait d'abord la première séance. Donc normalement, c'est un groupe de 10 personnes, on fait 10 ou moins. Pour que ça soit vraiment rentable. Secondo, donc là, on les fait venir. La première session, on va faire ce qu'on appelle le diagnostic éducatif. On va faire un interrogatoire pour voir quelles sont les choses qu'ils font et qu'ils ne font pas. Est-ce qu'ils vont au bain mort? Est-ce qu'il y a le gommage? Est-ce qu'il utilise du savon noir? Est-ce qu'il met des corticoïdes non-stop? Et donc, on va un petit peu évaluer qu'est-ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Donc, le diagnostic éducatif, c'est au cours de la première consultation dermatologique ou au cours de la séance de l'école de l'atopie? Non, au cours de la séance de l'éducation thérapeutique. D'accord. Donc la première session, c'est individuel, chaque patient, et puis on se réunit à la fin. D'accord. La psychologue fait pareil. Elle va chercher les dysfonctionnements, comment la maman il va faire avec son enfant quand il se gratte. Est-ce qu'il va le blâmer? Est-ce qu'il va faire les reproches ou juste lui expliquer? Donc les choses que fait la maman, la même chose, la pédiatre, elle va demander comment elle traite s'il a des crises d'asthme, comment elle l'alimente pour un petit peu gérer l'alimentation à côté de l'atopie. Et donc chacune de nous va faire un diagnostic éducatif et puis on se réunit. Et on mettra à table ce qu'on a trouvé pour faire une ligne de conduite. Quels sont les dysfonctionnements qu'on doit gérer? Par exemple, la problématique de la douche, il ne se douche pas bien, ou la problématique de corticophilie, ou la problématique, et on va un petit peu insister. On va reprendre tous les points de l'éducation thérapeutique, mais insister sur les éléments qui ressortent lors du diagnostic éducatif. Donc pour chaque patient, il suffit combien de séances d'éducation thérapeutique pour que la maman tienne la route, comprend bien la maladie ainsi que la prise en charge de cette pathologie que je présume elle est chronique? Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça la prise en charge d'une maladie chronique, c'est l'accompagnement. Éduquer un enfant ou les parents pour prendre en charge une maladie, c'est pas les renvoyer. On est en train de les accompagner pour les rendre autonomes, pour s'autogérer. Et donc, on a fait le diagnostic éducatif, on fait des séances collectives pour reprendre toutes les notions. Et quand les patients discutent déjà entre eux, ça permet de bien vivre avec une maladie chronique. Donc c'est aussi intéressant, ils voient qu'ils ne sont pas seuls. Ils s'échangent, ils rassurent. Et donc cette séance aussi permet un partage entre les malades qui est très bien. On l'a palpé de près. Et puis on fait à la fin une séance d'évaluation parce que l'école de l'atopie, elle est diplômante, elle donne un diplôme. Et donc on fait une évaluation. On a une liste d'éléments, on demande à la maman, quand on lui montre une photo, quand c'est une inflammation, vous allez mettre quelque chose. Quand c'est sec, vous allez mettre quoi? Quand il se gratte, qu'est-ce qu'il faut mettre? Et donc, c'est des choses qu'on évalue à la fin pour dire à la maman, maintenant, vous êtes apte à gérer la maladie chronique de votre enfant. Et ça permet déjà aux patients de ne plus faire de poussée. Donc, grâce à l'école de l'atopie, on a des scores de gravité qu'on les a vus s'améliorer. On a évalué l'école de l'atopie par les échelles de qualité de vie. On avait une amélioration très importante, très intéressante. Et les patients, ils sont plutôt rassurés, les parents. Quand ils savent comment gérer la maladie, ils ne sont plus dans cette anxiété anticipatoire de la poussée. Elle sait que quand il va devenir rouge, on va mettre un dermocorticoïde. Quand je mets régulièrement l'émolliente, je risque de ne plus avoir la poussée. Et donc, ça les rassure et ça leur permet de bien vivre avec une maladie chronique. Et je pense que le fait de rassembler des patients qui ont la même pathologie avec des parents, ça permet même cet échange et retour d'expérience, de partager leur expérience même en matière des produits utilisés comme crème émolliente, hydratante ou gel sur gras. Exactement. Donc, je voulais juste savoir, c'est quoi la différence que vous avez sentie entre
la consultation classique qu'on fait et la prise en charge d'un patient dans le cadre de l'école de l'atopie. Donc, Ça nous quels sont les donne points forts de l'école de l'atopie? les points forts, c'est permet aux patients de bien gérer sa maladie. Donc, ça permet une confiance et une assurance. Donc, les patients qui sont issus de l'école de l'atopie, quand je les vois après à la consultation classique, sont plutôt rassurés. Ils font moins de poussées parce qu'ils savent l'intérêt de chaque élément des commandements. Parce que là, dans l'atopie, dermatite atopique, il y a des commandements. Si on élimine un, il y a toute la boucle qui ne fait plus rien. Et donc, chaque élément, c'est la douche. Et quel est l'intérêt de la douche? Quel est l'intérêt des vêtements en coton? Quel est l'intérêt de l'émollient chaque jour? Quel est l'intérêt de ne pas gratter, blesser la peau? Et donc, c'est des choses, chaque élément, il est bien compris à sa juste valeur et le patient, il est plutôt rassuré et assuré. Et généralement, ils font moins de poussées. Donc, je pense j'ai une autre question, c'est comment vous avez pu rassembler cette équipe dynamique, psychologue? C'est pas facile d'avoir un infirmier disponible, un psychologue, un pédiatre, un dermatologue dans la même séance. Et je pense que c'est une séance qui va être, donc qui va prendre du temps, c'est chronophage, d'accord? Donc, comment vous avez fait? Effectivement, c'est chronophage. J'ai la chance d'avoir des personnes engagées. Donc, il y a une pneumo-allergo, enfin, il n'y a pas une seule, il y en a deux. Et j'ai une psychologue qui a commencé avec moi. Ça, on a commencé en 2015 et jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans. Ils sont toujours avec moi à l'écoute. Et voilà. Donc, c'est une équipe dynamique. C'est du volontariat. On n'est pas payé pour ça. Les patients ne payent pas. Donc, c'est gratuit. On est aidé par des laboratoires qui nous ramènent les produits un petit peu pour aider les patients à connaître la valeur d'une émolliente. Parce qu'on leur dit mettez l'émolliente, mais si on ne leur donne pas, ils ne savent pas. Donc on leur donne au départ, et ils voient que c'est en appliquant les émollientes 2 fois par jour de façon continue, ça permet d'espacer les poussées et carrément, je dirais, de bien vivre avec la maladie. Merci Oussada pour toutes ces informations. J'ai 2 demandes. La première, c'est des petits conseils pour les dermatologues et les dermatologues pédiatres surtout et les pédiatres. Et le deuxième, c'est un conseil pour les patients ou les parents, la famille qui a un enfant avec dermatite atopique. Donc la dermatite atopique, donc j'ai à conseiller les praticiens, notamment dermato et dermatopédiatres. Il faut savoir que c'est une pathologie qui est très fréquente. On peut ne pas la diagnostiquer, les sous-diagnostiquer, surtout les formes légères qui ne parlent pas d'elles-mêmes. Donc c'est une xérose et on a des personnes qui vivent avec une xérose alors que c'est une dermatite atopique. Ça favorise des infections parce qu'on a parlé que c'est une altération de la barrière cutanée. C'est des enfants qui vont faire une varicelle très diffuse, ils vont faire du molluscum très diffus, ils vont faire des syndromes main-pied-bouche aussi très atypiques. Et donc, on doit être sensible à ces manifestations. Dès qu'on voit une infection qui est souvent atypique ou récidivante, pensez à l'atopie et traiter l'atopie, ça permet d'éviter déjà des infections et des poussées de maladies. Ça pour les dermatopédiatres, mais pour les patients. Donc, dès que vous voyez qu'il y a une xérose cutanée, à ce moment, il faut aller voir votre pédiatre ou votre dermato pour démarrer un traitement. Parce que maintenant, on parle d'une prévention de l'allergie alimentaire et de l'asthme à travers une bonne prise en charge de la dermatite atopique. Maintenant, on est en train de parler de l'effet protecteur d'émollients au bas âge pour éviter des allergies comme l'asthme et les allergies alimentaires. Donc, ce n'est pas quelque chose juste hydraté pour le confort, donc hydraté pour guérir. D'accord. Merci Oussada. Si vous avez un dernier mot à nous dire, donc je vous laisse, c'est une question ouverte. Si vous voulez quelque chose à ajouter. Je tiens à remercier la Société marocaine de dermatologie pour cette occasion. Je te remercie, toi aussi, qui était un moment agréable passé avec toi pour parler de la dermatologie pédiatrique. Je tiens à signaler que nous organisons un congrès. C'est le congrès franco-maghrébin dans sa 11e édition, couplé au 9e congrès national, les 23 et 24 janvier 2026 à Marrakech. Je vous souhaite la bienvenue.
D'accord, merci Oustada. Merci. D'accord, donc Inch'Allah, on sera au rendez-vous de Inch'Allah. ce congrès et à la prochaine, À la Inch'Allah. prochaine. Merci. Merci.